Archinov, bon, c'est un nom un peu particulier, ça veut dire architecture évidemment et innovation. Donc c'est un peu la fusion de ces deux noms-là. Et je voulais qu'on consacre cette carte blanche avec nos invités sur ce thème de l'innovation, qui est le fondement même de l'association. L'innovation, bien évidemment, vous le savez tous, mais c'est toujours bien de le répéter, c'est une aventure humaine. Moi, pour moi, elle est basée sur déjà la pluridisciplinarité, la complémentarité des personnes qui œuvrent, je dirais, dans l'acte de construire. C'est une sorte d'alchimie, finalement, entre des personnes qui sont tous là, je dirais, pour faire en sorte que le projet voit le jour, ou qu'un projet voit le jour. Alors ça passe par l'ambition d'un commanditaire. C'est quand même très très important de parler de la maîtrise d'ouvrage parce que quelque part, c'est quand même lui qui initie le projet à la base. C'est aussi lui qui est capable de porter ou non, hein, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas porter un projet ou une vision ambitieuse, hein, parce que si effectivement il ne nous suit pas dans l'innovation, celle-ci ne peut pas se développer. C'est aussi la vision d'un programmiste, je pense que c'est important de le dire, qui lui a quand même pour objectif de structurer, je dirais, un programme, mais surtout de ne pas contraindre, de laisser la liberté. C'est pas si évident que ça, et c'est pour ça que ça mérite d'être souligné. Du montage que je cataloguerais d'intelligent et de subtil dans les équipes de maîtrise d'œuvre. De plus en plus, on se rend compte que dans les concours, en tout cas, si on n'a pas une bonne équipe de maîtrise d'œuvre, on n'est tout simplement pas retenu. Donc, l'équipe de maîtrise d'œuvre, le montage de l'équipe de maîtrise d'œuvre est extrêmement important. Quand on parle d'équipe de maîtrise d'œuvre, on parle d'équipes de maîtrise d'œuvre plurielles qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Et ce qui est important, c'est les échanges, c'est les discussions, c'est la coordination que peut faire l'architecte de tous ces intervenants au service, là encore, du projet. Bien évidemment, il faut citer le savoir-faire des entreprises, parce que c'est elles, finalement, qui rendent possible l'expérimentation. Il faut sortir des sentiers battus, il faut sortir du cadre, il faut se mettre en danger. Et se mettre en danger, tout le monde ne sait pas le faire, et c'est un vrai sujet. Dans cette carte blanche, un peu singulière, c'est en fait dans cet état d'esprit qu'on a voulu la monter et qu'on a choisi de donner la parole volontairement à deux jeunes architectes, hein. Donc ça, c'est important. Alors Jordi Pimas, qui au sein du studio 1984, tu nous expliqueras un peu avec qui tu travailles. Et vous explorez au sein de l'agence des projets à la croisée de l'architecture, du paysage et de la culture. Et puis Emmanuel Béchelette, qui place au cœur de sa pratique la qualité d'usage et l'attention des habitants. Je profite de cette occasion pour aborder la notion de l'innovation par le biais en fait d'un travail qu'on a mené il y a 10 ans dans le cadre de la Biennale d'architecture en 2016, qu'on a mené en tant que co-commissaire à côté de nos confrères de JAP 14 et aussi Frédéric Bonnet de l'agence Obras. Donc, ça me semblait pertinent aujourd'hui, 10 ans après, de revenir sur le sujet qui s'appelait Nouvelles richesses. On parlait de pluridisciplinarité, de que l'architecture, c'est quand même un sport et un combat collectif. Donc ça, c'était tous les membres du commissariat qui ont mené à bien cette mission il y a une dizaine d'années, qui ont mis tout son savoir et toute son énergie en fait dans cette aventure collective. La question de l'innovation. Donc, si on se réfère à l'innovation dans le cadre en fait d'une notion économique, donc l'innovation, ce n'est pas autre chose qu'une invention qu'on arrive à commercialiser. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a une idée de valeur par rapport à la question de l'innovation. Nous, comment on aborde cette question? C'est essayer de comprendre quelle est la dimension de cette valeur et comment on peut l'appliquer dans le cadre de l'architecture. En sachant que la valeur, et ça a été théorisé par exemple par André Orléans, ce n'est pas quelque chose d'intemporel. En fait, elle est complètement liée en fait, à un imaginaire collectif qui est propre aux structures économiques et sociales en fait, de la période dont on vit. Donc, pour nous, aujourd'hui, la question de la valeur, et notamment de la valeur dans l'architecture, on essaie de dépasser le cadre monétaire, qui malheureusement domine quand même pas mal le panorama du BTP, pour essayer de trouver quel est le cadre de cette valeur, et cette valeur en fait, qu'on apporte par le biais du travail en architecture, pour nous, c'est en fait toutes les richesses, au-delà de la valeur monétaire, qu'on est capable de créer par le biais en fait, de nos projets. Quelles sont les richesses qu'on a essayé de mettre en place par le biais des projets qu'on a développés. Donc, pour commencer, en fait, il y a la dimension des émotions. Les émotions qu'on peut relier aussi en fait, à la richesse
dans nos nouvelles richesses, à la richesse des matériaux. Donc comment la matière, aujourd'hui, on est capable de mobiliser cette matière pour fabriquer des émotions qui sont une plus-value, qui sont en fait une richesse apportée, comme je disais, au-delà de la valeur monétaire. Cette notion de matière nous oblige en fait à nous intéresser à la question des filières, du territoire, des structures économiques, mais aussi des gens. Mais à la fin, c'est aussi comment on mobilise en fait toute cette filière pour répondre en fait à des commandes et surtout fabriquer une imaginaire collectif par rapport à cette matière qui soit capable de mobiliser et de véhiculer quelque chose qui va au-delà de la simple pensée constructive. Ce que vous voyez, c'est quelques images du conservatoire qu'on a fait il y a quelques années maintenant au Pradé, dans le sud de la France, qui interrogeait en fait une filière locale qui avait été assez développée, mais bon, au moment en fait, elle n'était pas non plus dans sa grande splendeur, et qu'on essayait de comprendre et de mobiliser dans un cadre un peu culturel, un langage qui puisse être proche au grand public, c'est-à-dire à tout le monde. Ce n'est pas un truc propre en fait de cette espèce de dimension un peu intellectuelle des architectes et qui puisse parler à tout le monde. Donc ça, en effet, ce que vous voyez, c'est une approche très constructive et basée un peu sur les stéréotomies, sur une masse creusée, etc., dans laquelle il y a une complexité, si on peut le dire comme ça, qui est celle de l'imbrication, mais aussi celle du risque. Parce que finalement, en fait, ces bâtiments se situent à côté d'une église, qu'on verra dans quelques images, qui est une église du XVIIe siècle, qui était construite avec la même pierre, qui est toujours là, et qui ne répondait, par exemple, aujourd'hui à la réglementation sismique qui nous était imposée. Ce que vous voyez, par exemple, avec les encadrements de fenêtres, ce n'est pas autre chose que la représentation un peu de cet imaginaire du rapport au lion de la société actuelle par rapport à des problématiques qui, il y a 2 siècles, en fait, n'étaient pas les mêmes. Donc, ce que vous voyez, c'est un travail d'assemblage, l'art de la maçonnerie, la stéréotomie, qui essaye de répondre en fait à une commande avec un chantier sec, par assemblage, par modularité, et qui finalement fabrique en fait une architecture minérale présente dans les territoires et surtout qui essaye de trouver ces doubles dialogues entre une dimension un peu domestique, parce que ça se rapproche de l'échelle des maisons qui sont annexes, mais en même temps qui cherche un peu ce symbolisme en fait de représenter un équipement public comme est un conservatoire. Et on voit que le plan reflète en quelque sorte la connaissance de cette filière. Une dimension collective, une dimension un peu d'imaginaire, même dans les espaces extérieurs dans lesquels on voulait que cette pierre continue d'être présente avec un jeu par rapport à la thermique, dans lesquels que vous voyez un calpinage qui répond à des exigences acoustiques assez poussées, mais finalement qui fabrique aussi en fait une esthétique, si on peut le dire comme ça. Dans le cadre du travail en pierre, on change de contexte. Ce que vous voyez, en fait, c'est le même dynamique, hein. C'est travail de soins, du détail, de l'assemblage. Une articulation toujours dans une tension assez forte entre l'industrie et l'artisanat, qu'on essaye de défendre dans le cadre du travail de l'agence, avec un béton très technologique, en fait, un béton autoplaçant, mais qui a été installé et posé en fait par des méthodes très artisanaux, en fait, de banches, avec un système constructif assez rudimentaire, si on peut le dire comme ça, qui défend en fait l'idée du béton comme aussi étant un matériau très artisanal, et encore une fois les pierres avec des mots de nature assez sophistiqués qui essayent de revendiquer des savoir-faire qui existent et qui doivent perdurer. Mais on change quand même le cadre pour différentes raisons. Déjà parce que le langage n'est pas le même. On voit que là, on n'est pas dans une logique stéréotomique, on est plutôt dans une logique tectonique dans laquelle on voit des poteaux apparaître, des linteaux. Chaque élément en fait, remplit une fonction, et cette fonction est évidente et est lisible dans le langage du bâtiment. Mais surtout, on voit apparaître quelque chose de très important et qui, de plus en plus, prend une place importante dans l'agence, c'est l'existant. C'est que chacun de nos projets s'installe dans une continuité, que ce soit par le bâti existant qu'on réhabilite, dans la continuité, dans la transformation, dans l'évolution aussi des contextes, etc. Ce qu'on voit, c'est Cinéma-Théâtre, qu'on a livré récemment à Saint-Cloud. On va apparaître cette tension entre un existant, un béton des années 70, fin de 70, début 80,
donc très technologique, très poussé, qui essayait d'interroger les limites en fait de la préfabrication, de la construction hors site. Et de notre côté, avec les mêmes matériaux, du calcaire et du béton, une architecture qui revendique en fait une actualité du contexte technico-économique qui est très différente. Donc on voit la logique un peu de réhabilitation et d'extension et comment finalement les salles existantes qui sont qui nécessitent en fait d'être protégées, d'être acoustiquement protégées, etc., qui nécessitent de la masse, en fait dialogue avec la troisième rond, la pièce manquante, qui est la nouvelle pièce d'accueil qui vient s'installer en fait dans une sorte de légèreté minérale avec les poteaux et les linteaux, donc avec une idée de recherche en fait par rapport à l'ouverture, à l'invitation, à, à l'accueil. Dimension aussi symbolique de cette matière qui vient représenter, symboliser en fait une nouvelle visage pour un équipement historique. En continuité de cette logique de matériaux, parce que là on a vu deux exemples qui travaillent la logique de la matérialité, surtout qui interrogent pas mal aussi la question, l'équilibre entre ossature et enveloppe. C'est-à-dire, en fait, on a toujours cette tension de travail entre la définition et l'apparition en fait, de la logique d'ossature dans le langage architectural, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on travaille avec des logiques qui sont beaucoup plus ambiguës. Je vais vous expliquer, en commençant par la première œuvre de l'agence, qui est un peu l'acte fondateur de Studio 1984, il y a maintenant quelques années, qui n'est pas autre chose qu'un petit pavillon qui a été autofinancé et autoconstruit par nous-mêmes avec l'aide de quelques charpentiers qui ont été bénévoles. Pour nous, quel était le rôle en fait, du bioclimatisme, dans lequel on s'interrogeait pas mal sur le rôle de l'enveloppe thermique. Et de comment cette enveloppe thermique, d'une manière ou d'une autre, pouvait aussi fabriquer un langage qui s'inspirait par exemple des architectures vernaculaires. Et nous, on voulait essayer de représenter cet imaginaire vernaculaire par le biais d'une architecture d'inspiration vernaculaire qui inversait aussi la question de l'enveloppe thermique et l'ossature. Donc ce que vous voyez, c'est vraiment cette charpente qui vient apparaître un peu à l'extérieur, dans laquelle en fait on voit l'enveloppe thermique avec la paille isolante qui apparaît. Et après, on voit en fait les espaces intérieurs avec du CLT qui vient contreventer cette contrebande. Ce qu'on défend, c'est que l'architecture, c'est un métier, une discipline surtout complexe, et que cette complexité, il faut l'embrasser. Après, pourquoi pas essayer de l'expliquer de manière différente en fonction d'à qui on se dirige ou pas. Mais à la fin, c'est une discipline qui essaye justement de défendre cette complexité. Et notre travail essaye de revendiquer. La démolition est devenue quelque chose qui doit s'interroger fortement avant de donner feu vert. Donc on essaye de maximiser en fait ce qui existe et de voir comment on peut le transformer. Et ça, c'est en soi une thématique. Mais la question, c'est comment on le fait et comment la matière, et par le biais en fait de sa capacité à mobiliser les émotions, peut aussi jouer un rôle dans cette thématique. Ce que vous voyez, c'est cet équipement, en fait, un ancien théâtre qui appartient à la paroisse, une paroisse dans un quartier de Dijon. Comment on aborde cette question, sachant que c'est des bâtiments qui sont fabriqués en béton, sans isolation, ce sont des passoires thermiques. Comment on réhabilite déjà, en fait, même l'imaginaire dans des quartiers qui sont un peu prioritaires pour la ville et qui sont complexes. Comment on réhabilite thermiquement, mais aussi en fait dans l'imaginaire collectif, ces types d'architecture. La réponse a été de travailler avec une isolation thermique par l'extérieur, mais dans lesquelles en fait, on a revendiqué le fait que ce n'est pas parce qu'on fait une ITE qu'on perd en fait, les qualités, par exemple, d'une architecture minérale, pérenne, protégée, etc. Mais comment on fait ça dans un équilibre carbone? Donc la question, on s'est pas mal interrogé sur les gisements à proximité. Et dans ces projets qui étaient en cours d'études, on a trouvé un gisement très intéressant et on a couplé notre projet à un autre projet urbain qui portait sur la renaturation d'un cours d'eau. Ce que vous voyez, en fait, c'est un cours d'eau qui avait été canalisé dans les 30 Glorieuses. Et donc, du coup, la ville, aujourd'hui, par le biais d'une opération urbaine, avait décidé de le renaturer. Donc, on a levé la main et on a dit, écoutez, ça nous intéresse, on va récupérer ces bétons et on va l'utiliser, en fait, pour faire notre rez-de-chaussée, en fait, notre revêtement extérieur pour le centre chorégraphique.
en fait, on introduit la notion de réemploi dans la matière. La notion du réemploi, on revendique le réemploi de la matière à échelle culturelle, c'est-à-dire cette béton allait être réemployé, parce qu'en fait, toutes les entreprises de démolition l'utilisent, le concassent, et l'utilisent en fait pour faire des infrastructures. Notre intention était de coupler ça à une dimension culturelle et intellectuelle dans laquelle on allait prendre un matériau qui était quand même de qualité, parce que c'est du béton infrastructurel, hein. C'est quand même c'est un matériau qui a été étudié, qui a été, en fait, qui a résisté, qui est pérenne, etc. Et comment le revaloriser dans une nouvelle dimension, mais non pas seulement en fait, dans l'esthétique, aussi dans le capital humain, en quelque sorte. C'est-à-dire on a fait un chantier de déconstruction dans lequel on a impliqué une entreprise qui a l'habitude de concasser les choses, et on a mis en place un système de déconstruction par sciage qui a fabriqué en fait, les éléments de maçonnerie qu'on allait réutiliser pour la façade. Et là, on voit les modules qui vont abriter en fait, et qui vont protéger notre rez-de-chaussée avec des éléments maçonnés de 2,40 m de long par 30 cm de haut, et dans laquelle on vient révéler la matière. C'est-à-dire, c'est cette phase que vous voyez sciée qui va apparaître étant la nouvelle matière en fait, de notre équipement. Deuxième volet, ce serait les rencontres. Donc du coup, comment l'architecture est capable de fabriquer des richesses par le biais des usages, et comment ces usages sont pour nous le prétexte de fabriquer quelque chose à partir des projets. C'est un ancien château, un Chinon, abandonné en quelque sorte. C'est du patrimoine qui existe en France, mais par des questions économiques, en fait, on arrive difficilement à s'en approprier. Je pense que c'est une conjoncture économique. C'est parce qu'en fait, il faut des grands budgets pour réhabiliter ces genres de patrimoine, mais en même temps, en fait, l'intérêt économique pour ramener ces budgets est quand même limité. Nous, on a eu la chance, en fait, de rentrer dans une espèce de niche problématique, on va dire, qui sont les villages des enfants. Les villages d'enfants, ce n'est pas autre chose que les enfants, en fait, qui sont en difficulté, qui sont les anciens enfants placés, avec la nouvelle loi qu'on ne pouvait pas séparer les fratries, en fait, a fait que en fait, ça a complètement réinterrogé le modèle de traitement en fait, de l'enfance. Et là, ce qui se développe aujourd'hui, c'est beaucoup de programmes de villages comme ça, qui essayent de recréer le foyer familial par le biais en fait, de la figure de l'éducateur, mais aussi par la figure d'une étude typologique poussée sur comment on est capable de fabriquer une architecture dans des endroits, dans des lieux qui sont appropriés pour héberger en fait, ces enfants, l'enfance en fait, qui a des fortes difficultés, et comment faire surmonter ces moments difficiles. Bâtiments existants réhabilités, que vous voyez, en fait, la question des usages enrichis. Ici, c'est presque le côté invisible de la matière qu'on revendique. Non on parlait de matière et des émotions. Ici, on parle des usages. C'est comment respecter les bâtiments, comment respecter en fait, son structure, comment respecter par exemple, le cadre de sa réhabilitation, comment respecter en fait, la conformation des espaces, parce qu'en fait, on allait installer tous les bureaux et tous les usages annexes au village dans ces châteaux. Donc, comment essayer de comprendre les qualités de ces bâtiments d'origine, essayer en fait, d'y implanter un programme tout en étant complètement en accord par rapport à ces qualités initiales. Ce qu'on voit, c'est aussi finalement comment l'architecture, à la fin, arrive pour trouver toujours ces dialogues entre contemporains et anciens. Il y a un deuxième volet dans ces projets, c'est aussi le volet de la concertation. Il faut dire que ces projets étaient un cadre de commande assez particulier, parce que c'était un dialogue compétitif qui a duré longtemps, qui a duré 1 an, et qui nous a permis d'apprendre énormément sur ce type de programme. C'est-à-dire, on a fait une première proposition qui a été assez catastrophique, on veut dire. On s'est fait vraiment allumer par le maître d'ouvrage qui a dit que ça allait pas du tout. Et c'est dans cette réunion qu'on a appris en fait un peu quelles étaient les attentes, quels étaient les modes de vie. C'est qui nous a permis en fait d'interroger quelque chose qui est central dans le travail de l'agence, les modes de vie, et comment on peut, par le biais de l'architecture, faire évoluer les modes de vie.
Et ce que vous voyez, c'est un peu ce travail de concertation qui s'est fait par le biais d'une maquette dans laquelle on a interrogé les différents modules, sa position, les espaces fabriqués, dans lesquels l'espace en commun extérieur avait une importance centrale, comment fabriquer un peu une noyau, sorte de la place du village. C'est-à-dire on interroge quels sont les espaces, quelles sont les dimensions, quelles sont les géométries, quelles sont les connexions des différents espaces pour fabriquer en fait un mode de vie adapté et capable en fait à la convivialité et à la refabrication d'un foyer familial. En fait, dans la logique hospitalière, en fait, on travaille sur des programmes qui essayent de réinterroger la logique d'EHPAD. Aujourd'hui, c'est un sujet assez vaste et polémique. Et on a eu la chance, encore une fois, de travailler dans des programmes qui essayent d'interroger la logique domiciliaire des EHPAD, c'est-à-dire la logique hospitalière, dans lesquelles on sort de ces volumes imposants de grands équipements et on fabrique en fait des petites maisons qui, par le biais d'une hiérarchie de transition de la ville à l'unité individuelle, interrogent les différentes strates d'intimité qui peuvent avoir besoin les gens. Et surtout, la question aussi de l'appropriation, c'est-à-dire il y a quelque chose d'assez central, c'est on abandonne la maison en général familiale pour aller habiter ailleurs et que finalement, il faut recréer en fait un imaginaire dans lequel on puisse se sentir à la maison. Une fragmentation des volumes, capable de fabriquer, comme je disais, en fait, une hiérarchie des espaces, toujours en fait un peu répertoriée dans des dispositifs urbains comme la vénelle, la place, le jardin, la cour d'entrée, etc., qui permettent en fait de trouver en fait une dimension domestique et comme on essayait de représenter dans ces schémas, en fait une transition absolument nécessaire. Ce qui est important à dire aussi, c'est que la logique hospitalière, elle sort en fait des maisons. En gros, on fabrique un morceau de ville qui est accompagné par des équipements qui, eux, sont partagés entre les habitants et la ville. Donc, en réalité, on fait un morceau de ville. En fait, les gens, ce n'est plus en fait un centre hospitalier. En fait, c'est des maisons qui ont des services à proximité qui sont nécessaires à différentes situations. Et pour terminer, avec ça, je termine un peu cette petite introduction, c'est la question de l'engagement collectif et la richesse du capital humain. Tout ça, c'est très beau, mais il y a toujours, en fait, comme on disait, en fait, il y a des équipes derrière, il y a des volontés politiques, il y a, en fait, les projets, l'architecture ne se portent pas individuellement. En fait, comme je disais, c'est un sport d'équipe et ça nécessite de dynamique et des synergies très fortes pour mener à bien des projets. Un projet qui s'appelait Bâti Innovant en Alsace, qui portait c'était un projet paysager à grande échelle qui réquestionnait la réplantation des forêts issues en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, qui arrivent en fait en fin de vie, etc., pour trouver des débouchés économiques à l'industrie de la seconde transformation du bois. Et comment l'architecture pouvait, d'une manière ou d'une autre, offrir des alternatives à cette industrie de transformation. Là, on a dû négocier avec les communes, avec les scieurs, avec tous les gens liés à la filière pour être en mesure de caler aussi ce que vous voyez, c'est le calendrier en fait du sciage qui prend en compte même le séchage du bois, etc. Et ça, en fait, c'était un complexe d'intervenants très riche, mais aussi assez laborieux, qui a permis justement de faire un projet un peu manifeste sur l'utilisation du hêtre et du pin sylvestre en fait, dans ces contextes et dans cette région. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir expliqué par le biais de trois thématiques un peu les richesses que les projets essayent de fabriquer. C'était un retour un peu critique et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Merci.